Toux, sifflement, essoufflement. L'association de ces trois symptômes caractérise la crise d'asthme. Pathologie inflammatoire de la muqueuse bronchique, souvent sous-diagnostiquée, elle atteint 6,7% de la population française. Comment la diagnostiquer? Quelles en sont les causes allergiques? Professionnelles? Peut-on pratiquer un sport? Comment la traiter correctement par les médicaments, la désensibilisation? Autant de questions que les médecins sont amenés à se poser quotidiennement. Découvrons l'avis de nos experts. Les symptômes de cette crise d'asthme ont été au démarrage un souffle court avec une respiration sifflante et qui s'est arrivé avec une oppression respiratoire jusqu'à déclencher une crise et qui était réellement due à un pic de pollen et une période pré-orageuse. J'ai les yeux rouges, j'ai le nez pris et parfois j'ai la respiration un petit peu difficile. Donc c'est assez gênant. L'asthme est plutôt nocturne. Les bronches se resserrent dans la nuit, donc l'asthme est plutôt nocturne. Donc ils ont un mauvais sommeil. Deuxièmement, ça limite leur activité. Moi j'ai vu des patients qui avaient limité leur activité sportive, des grands sportifs qui avaient limité leur activité sportive et qui ne faisaient plus rien. Ça limite leur activité sociale, parce que lorsqu'ils sont allergiques au pollen, par exemple, ils sont très gênés, ils ne peuvent pas sortir au moment des pollens. Lorsqu'ils vont chez des amis qui ont des animaux, ils peuvent faire des crises extrêmement sévères. Alors la prévalence générale de l'asthme, c'est autour de 7-8%, mais il a été dans certains sports mis en évidence des prévalences qui vont autour de 16, 17, 18%, donc c'est quand même presque le double de la prévalence habituelle. L'incidence, on est de l'ordre à peu près, on est à 60 cas par million de travailleurs et par an. Sachant que la majeure partie des asthmatiques, ce diagramme le montre, concerne des asthmes intermittents pour 50% et des asthmes persistants légers à modérés pour 40%. Jusqu'en 1995, les courbes de décès étaient relativement stables, aux alentours de 2000 décès par an. Et depuis ces années 95, on observe une diminution régulière du nombre de décès qui atteint ces dernières années environ entre 1200 et 1000 décès annuels. Sur le plan physiopathologique, de façon succincte, l'asthme est une affection bronchique inflammatoire qui se caractérise par une colonisation par de nombreuses cellules, au premier rang desquelles le polynucléaire éosinophile. Sur le plan clinique, l'asthme se caractérise par des accès de gêne respiratoire sifflante qui surviennent volontiers le soir au coucher ou le matin au réveil et qui sont rapidement soulagés par la prise d'un bronchodilatateur de courte durée d'action. Et sur le plan fonctionnel respiratoire, ces accès de gêne s'accompagnent d'un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible de façon partielle ou complète après l'inhalation d'un bronchodilatateur de courte durée d'action. Soit le patient sait qu'il est asthmatique et l'effort est une circonstance déclenchante habituelle de l'asthme. Et là, généralement, il n'y a pas besoin de faire de test. C'est-à-dire le patient a de l'asthme, il va faire un effort, il va se mettre à siffler, il a son médicament de secours, il le prend, ça va mieux. Le diagnostic est fait le plus souvent. Il n'y a pas besoin de faire de test dans ce cas-là. Le patient a déjà eu des explorations fonctionnelles. Il a été caractérisé comme asthmatique. L'objectif, ça va être plutôt de permettre de faire du sport et de lui donner un traitement adapté qui évite ça plutôt que de le tester à l'effort. La deuxième circonstance qui est plus difficile, c'est quand l'asthme d'effort est isolé ou révélateur de l'asthme. Parce que là, il n'y a pas d'autres manifestations évocatrices d'asthme. Et pour l'authentifier, le plus souvent, quand on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire de base, elle sera normale. On ne pourra pas conclure, même après prise d'un bronchodilatateur, on ne verra pas d'amélioration. Et donc, il va falloir faire une épreuve d'effort. Alors, un asthme d'origine professionnelle, c'est un asthme qui va survenir sur les lieux du travail. Et au milieu de cette définition, l'asthme qui survient sur les lieux du travail, on distingue deux types d'asthme. L'asthme professionnel proprement dit, c'est-à-dire c'est un asthme qui apparaît sur le lieu du travail mais qui est provoqué par une substance que le patient ne rencontre qu'au travail. Et l'asthme
aggravé au travail, c'est-à-dire c'est un patient qui aussi va avoir un asthme sur les lieux de son travail, aggravé par les substances qu'il pourra inhaler au travail. Donc c'est quelqu'un qui aura un asthme auparavant et qui va développer ou aggraver son asthme au travail. C'est important de faire cette distinction entre les deux parce que les agents responsables d'asthme professionnel proprement dit sont très différents des agents qui induisent des asthmes aggravés par le travail. Et deuxièmement, la thérapeutique, le traitement pour ces deux entités est complètement différent. La façon de faire un diagnostic d'asthme professionnel ou d'un asthme relié au travail, c'est déjà par l'interrogatoire de voir si il y a une aggravation de la symptomatologie au travail. Il ne faut pas méconnaître la composante allergique de l'asthme pour un tas de raisons, qui sont en particulier le fait qu'un asthme allergique, eh bien, on doit prendre en compte son environnement. On doit s'assurer qu'un enfant allergique aux acariens et asthmatique ne vit pas dans un environnement qui lui est défavorable. On doit s'assurer que cet asthme n'est pas accompagné d'une rhinite allergique dont la persistance peut à coup sûr être délétère sur un bon contrôle de l'asthme. Et puis on doit également considérer la possibilité d'un traitement anti-allergique spécifique représenté par la désensibilisation aux pneumallergènes. C'est pour ça que dans l'asthme, l'immunothérapie ne doit être envisagée que si l'asthme est contrôlé par les autres médicaments. Et donc le but, ça va être de diminuer ou d'arrêter ces autres médicaments lorsque l'immunothérapie sera efficace. Et donc de sélectionner les patients pour qu'ils aient une fonction respiratoire au moins acceptable avec un VEMS supérieur à 70% de la valeur théorique. Il n'y a pas eu de révolution, ça s'est fait de façon lentement progressive. On a vu apparaître petit à petit l'aide au diagnostic que représentait l'exploration fonctionnelle respiratoire. Alors j'aime citer là le nom de Tifno. Tifno, c'est un homme qui est assez peu connu. C'était un médecin, c'était un pharmacologue. Il n'était pas clinicien, il n'était pas physiopathologiste respiratoire, mais il a décrit la capacité maximum à l'effort, qu'on appelle maintenant le VEMS, le volume expiratoire maximum seconde. Et le coefficient de Tifno, c'était le rapport entre le VEMS sur la capacité vitale. Et ça a été une découverte extraordinaire parce que pour la première fois, cet homme s'est intéressé non pas à la statique de la fonction respiratoire, mais aux aspects dynamiques en fonction du temps. Le plus souvent, quand on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire de base, elle sera normale. On ne pourra pas conclure, même après prise d'un bronchodilatateur, on ne verra pas d'amélioration. Et donc il va falloir faire une épreuve d'effort qui peut se faire de différentes façons. On peut la faire, comme on le voit ici, sur tapis roulant. On mesure son souffle juste avant et après l'effort. Et puis surtout quelques minutes après l'effort, puisque typiquement, l'asthme d'effort se déclenche plutôt après la fin de la réalisation de l'exercice physique. On souffle, on gonfle le poumon et on bloque. Il faut faire un échauffement qui soit relativement court pour que le sujet s'habitue à la machine, que ce soit le vélo, que ce soit le tapis roulant. Et ensuite, très vite, on va lui demander de courir à une vitesse relativement rapide, de manière à ce qu'il se mette à environ 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Mais généralement, la définition de l'asthme d'effort, c'est un bronchospasme qui survient lorsque le patient arrête l'effort, qu'il arrête son activité physique. Le risque ensuite, c'est qu'un bronchospasme apparaisse assez vite et puisse prendre de l'ampleur, bien sûr. Donc il faut avoir à proximité de quoi lui administrer un bronchodilatateur de secours classique type salbutamol. Les classifications de l'asthme sont basées sur le GINA, GINA pour Global Initiative for Asthma, et dont l'ambition, dont le but est d'optimiser la prise en charge de l'asthme. C'est pourquoi à partir de 2006, on a vu évoluer et apparaître la notion de contrôle de l'asthme. Et c'est ce que montre cette illustration. Vous voyez, entre les classifications ont évolué de la notion de sévérité à la notion de contrôle sur une période plus courte et en fonction de laquelle la thérapeutique est adaptée. Il s'agit de l'histoire de la maladie sur une période longue d'environ 6 mois où l'on évalue la sévérité en termes de symptômes, de fonction respiratoire et de traitement. Et à l'opposé, donc, le contrôle, c'est l'activité de l'asthme sur une période relativement courte, habituellement 4 semaines, au cours desquelles
on retient des items simples, la présence ou non de symptômes diurnes, de symptômes nocturnes, de limitation ou non de l'activité physique, de la consommation de bronchodilatateurs de courte durée d'action, de la fonction respiratoire et enfin de l'existence ou non d'une exacerbation pendant la période considérée. Et en fonction de la façon dont vous répondiez ou non à la présence de ces différents items, eh bien l'asthme du patient est considéré comme contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé. Et c'est en fonction de cette notion de contrôle eh bien, que l'on adapte la thérapeutique. Je me dégoûte dans les yeux et je prends des antihistaminiques. C'est facile à suivre comme traitement? Oui, super facile, ça prend 3 minutes pour tout faire et après ça va beaucoup mieux. On va dire que c'est moins gênant de prendre le traitement que d'être allergique. En ville, le suivi vise surtout à ce que le patient soit bien équilibré et éviter les exacerbations qui risquent de l'amener aux urgences à l'hôpital. Donc notre but, c'est de vérifier cliniquement et également par les examens complémentaires que le patient est bien équilibré au niveau de son asthme. Et c'est en fonction de cette notion de contrôle que le traitement peut être revu soit à la baisse, quand l'asthme est contrôlé sur une période prolongée d'environ 3 mois, soit à l'inverse, à la hausse, en allant au palier thérapeutique supérieur, ce qui nous amène à considérer la notion de paliers qui sont au nombre de 5. Alors le palier 1, c'est l'absence de traitement de fond et l'utilisation d'un traitement bronchodilatateur à la demande, de courte durée d'action. Le palier 2, c'est un traitement corticoïde inhalé à faible posologie. Le palier 3, c'est un corticoïde inhalé doublé d'un bronchodilatateur de longue durée d'action, sachant qu'il y a d'autres options thérapeutiques. Le palier supérieur, c'est un corticoïde inhalé à posologie moyenne ou forte associé à un bronchodilatateur de longue durée d'action. Et puis le palier 5, qui est réservé aux formes les plus graves, ouvre 2 options possibles, soit celle d'une corticothérapie orale, dont on sait qu'elle doit être conduite avec la posologie la plus faible pour réduire au maximum les effets systémiques. Et puis la deuxième option, qui est réservée à l'asthme allergique sévère mal contrôlé, c'est la possibilité de placer ces patients sous anticorps anti-IgE. Alors on ne peut pas dire que l'on va guérir tout le monde, c'est pas ça. Mais on arrive aujourd'hui, grâce à toutes les thérapeutiques qui existent, grâce à l'éducation, à l'information, on arrive quand même à véritablement améliorer le quotidien des personnes asthmatiques et allergiques. Et ça serait dommage de s'en priver. Il est spécifié dans le Code mondial antidopage que le sportif doit s'assurer que tout ce qu'il prend n'est pas interdit. Donc c'est sous sa seule et unique responsabilité. Parmi les produits interdits se trouvent les bêta-2 mimétiques et les corticoïdes qui sont les principaux produits utilisés par les asthmatiques aujourd'hui. Les bêta-2 mimétiques en spray sont aujourd'hui autorisés sous réserve qu'il s'agisse du salbutamol, du salmétérol et à partir de cette année du formoterol. Les autres ne sont pas autorisés. Pour les corticoïdes, ils sont également autorisés par voie locale, donc il n'y a aucun problème. Les corticoïdes par voie générale sont, eux, interdits, mais uniquement en compétition, pas à l'entraînement. Alors les autorisations à des fins d'usage thérapeutique, c'est lorsque une personne doit prendre un médicament pour une maladie et qu'il n'y a aucune alternative thérapeutique. Pour les bêta-2 mimétiques en spray, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation à usage thérapeutique. Pour les corticoïdes en spray, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation à usage thérapeutique. Les contrôles antidopage, c'est entraînement et compétition, quelle qu'elle soit, y compris, comme vous l'avez cité, dans le sport scolaire ou le sport universitaire. On s'est aperçu au cours des Jeux Olympiques précédents qu'il y avait certains sports où il y avait une prévalence anormalement élevée de gens diagnostiqués comme asthmatiques, en particulier d'une manière générale, un peu tous les sports d'endurance. C'est-à-dire ça a commencé au départ, surtout sur les Jeux Olympiques d'hiver, où on trouvait ce type de manifestation chez les skieurs de fond.
qui sont quand même en milieu très hostile. Et puis on s'est aperçu que c'était un petit peu la même chose pour l'athlétisme avec les coureurs de fond ou de demi-fond, et puis le cyclisme aussi, l'aviron même ont été pointés du doigt. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sont des gens qui sont réellement asthmatiques, ou est-ce que ce sont des manifestations de bronchospasme qui sont induites chez des gens qui n'ont pas de terrain asthmatique, mais qui sont déclenchées par le fait que ces sports exposent à une hyperventilation colossale, avec des quantités, des masses d'air énormes qui passent dans les poumons à très grande vitesse. Alors le lien entre l'asthme et l'allergie, il est venu relativement tard. Le premier découvreur de ce lien, ça a été encore un médecin anglais. C'était Charles Blackley, qui en 1870 s'est rendu compte du lien qui existait entre le rhume des foins et les pollens de graminées. Alors lui aussi était asthmatique. Et donc il s'est testé. Il s'est testé lui-même et il a eu un moment de génie dans le jour où il a recueilli des pollens au printemps, en mai-juin, au moment où vient l'efflorescence des pollens de graminées. Il a recueilli ces pollens et il se les a administrés 6 mois plus tard, en plein hiver. Et en plein hiver, il a reproduit un rhume des foins caractéristique. C'est la première fois qu'on établissait un lien évident entre les deux. Alors, il avait même été un peu plus loin, cet homme, il était très curieux. Il avait pris sa suspension de grains de pollen, puis s'était gratté la peau avec ça. Et il est un des premiers à avoir fait un test cutané positif. Alors, on a mis des gouttes sur mon bras et on a fait des piqûres, on a attendu. Et si ça devenait rouge, c'est que c'était allergique. Et voilà. C'était aussi simple que ça fait pas mal et c'est rapide. Bonjour. Bonjour Claire. Vas-y, assieds-toi. Bon, alors tu viens d'avoir tes tests allergiques, donc tu es en fait allergique au pollen de graminées. Donc en fait, non seulement tu vas devoir prendre un traitement contre les pollens, en fait, contre tes allergies. Donc un traitement soit médicamenteux pour cette année, puisqu'on est un petit peu trop près de la période pollinique pour pouvoir débuter une désensibilisation. Et pour l'année prochaine, tu pourrais éventuellement bénéficier d'une désensibilisation au pollen. Donc la désensibilisation, elle se commence en général en début d'année, en ce qui concerne les graminées, et il faudra que tu la débutes du mois de février jusqu'au mois de juillet. Ou alors, ça c'est pour la désensibilisation en voie donc sublinguale, c'est-à-dire des gouttes à prendre le matin à jeun sous la langue. Sinon, tu as une autre voie qui est encore possible, c'est la désensibilisation par voie injectable. Toutes les deux désensibilisations sont autant efficaces l'une que l'autre. Il y a une troisième voie de désensibilisation qui est le comprimé de désensibilisation. Donc on choisit tel ou tel allergène, bien entendu en fonction de l'histoire clinique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr que les allergènes sont en cause dans le déclenchement des symptômes, et puis bien entendu que le patient soit sensibilisé à ces allergènes-là, c'est-à-dire que les tests cutanés soient positifs. La troisième chose, c'est qu'il faut que ces allergènes aient fait la preuve de leur efficacité dans l'immunothérapie spécifique. C'est en 1911 que Leonard Noon, un chercheur, et John Friedman, un médecin, travaillant de concert, ont publié dans le Lancet les premiers essais de cette désensibilisation spécifique, là encore dans le domaine des pollens de graminées, et ont pu constater scientifiquement l'efficacité de cette technique. L'AFSAPS a fait connaissance avec la communauté allergologique, avec les professionnels de terrain. Je crois que c'était une opportunité pour elle d'être vraiment en direct avec les acteurs de santé de terrain. Et de notre côté, nous avons bien compris qu'il y avait quelques fourches codines à travers lesquelles il fallait passer. En termes de qualité, nous sommes partis des études qui avaient été faites, donc prouvées dans leur relation de cause à effet, et puis ceux qui malheureusement étaient reconnus, soupçonnés, supposés être impliqués dans des affections allergiques, mais pour lesquels la bibliographie nationale et internationale ne donnait pas d'explication ou de confirmation. Parmi ces 84 allergènes, 12 n'avaient pas passé la validation, on va dire, bibliographique. Nous avons lancé la première enquête APSI dans le monde de l'allergologie, dans la communauté allergologique, pour les 12 allergènes des 84 qui avaient été soumis comme liste essentielle à l'AFSAPS, en disant, bon voilà, on en a 72
qui sont validés, cela, rien à redire, mais il y en a 12 de plus qui sont importants pour la pratique allergologique, et bien on va vous le prouver. Alors les indications d'abord, avant les contre-indications. Dans la rhinite, c'est la rhinite allergique qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études contrôlées en double aveugle contre placebo qui prouvent l'efficacité de l'immunothérapie spécifique. Mais seulement pour certains allergènes. Et ça, c'est bien quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est essentiellement les pollens. Et parmi les pollens, c'est surtout les pollens de bouleau, les pollens de graminées et certains autres pollens. Et puis les acariens de la poussière de maison et certaines moisissures. Ce sont les mêmes allergènes dans l'asthme pour lesquels l'immunothérapie spécifique est indiquée. Et dans l'asthme, il y a eu moins d'études. Mais les preuves formelles du lien entre l'asthme et l'allergie n'ont été établies que relativement tard, vers les années 60, avec les travaux des Ishizaka et les travaux de Bennick et de Johansson en Suède. Et eux ont identifié pour la première fois l'IgE. Lorsqu'on a des IgE, il est évident que la présence d'un marqueur de sensibilisation comme la farine ou comme par exemple les personnes qui travaillent au contact des animaux laboratoires est un élément important puisque si ce patient présente des symptômes au travail, au contact des animaux laboratoires et qu'il a des IgE vis-à-vis des animaux laboratoires, c'est un argument de plus pour démontrer la relation de cause à effet entre l'asthme et l'exposition. Les jeunes patients qui sont allergiques aux farines et qui veulent être au boulanger ou pâtissier. Donc l'asthme à la farine, c'est la principale cause d'asthme professionnel. Après, vous allez avoir toutes les pathologies, tous les asthmes professionnels qui vont toucher les coiffeurs. Donc c'est les persulfates, les produits de décoloration, mais aussi parfois les produits de coloration. Et puis vous avez les professionnels aussi en contact des animaux de laboratoire, donc tous les chercheurs, les animaliers. On a soumis pour publication un travail qui a été fait à Strasbourg, une étude épidémiologique pour près de 500 personnes travaillant en milieu de soins. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que l'utilisation de l'ammonium quaternaire, lorsqu'il est utilisé par les personnes qui nettoient, entraîne de l'asthme, mais entraîne moins d'asthme que lorsqu'il est utilisé pour les personnes qui désinfectent. Parce que lorsqu'on utilise les ammonium quaternaires, lorsqu'on désinfecte, on va l'utiliser à des concentrations plus importantes, et donc les gens vont avoir des symptômes. Vous avez aussi le contact du latex, qui lui est un allergène plutôt en diminution. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les isocyanates. Les isocyanates qui sont utilisés particulièrement dans l'industrie automobile pour faire l'intérieur des voitures, les tableaux de bord, qui sont utilisés très largement dans beaucoup de métiers. Et l'asthme aux isocyanates, qui était véritablement le premier agent chimique responsable d'asthme professionnel, on a l'impression aussi que c'est en diminution. La farine de blé, on y est revenu souvent. Puisque c'est un allergène qui, même au sein de la communauté allergologique, a pu être discuté. Aujourd'hui, on sait, je parle avec ma propre casquette d'allergologue, que si on suit, comme tout allergène, mais si on suit une démarche professionnelle, rigoureuse, eh bien, je pense qu'on va pouvoir aider certains boulangers à retrouver du travail, parce qu'on va pouvoir les diagnostiquer allergiques à la farine de blé et les désensibiliser. J'ai par exemple eu le cas d'un jeune homme, fils de boulanger, qui voulait être boulanger, qui était atopique, qui avait un asthme allergique aux acariens, une rhinite allergique aux acariens, et la question était de savoir, est-ce qu'il peut être boulanger ? Il n'était pas sensibilisé à la farine de blé, il n'était pas sensibilisé aux agents qu'il peut rencontrer dans son activité professionnelle, ou sa future activité professionnelle. Nous avons réalisé un test de provocation à la farine qui était négatif. À ce moment-là, pour moi, j'ai considéré qu'il était apte à travailler et finalement à réaliser sa passion. Parce que très souvent, particulièrement pour la boulangerie, vous avez des jeunes qui sont vraiment passionnés par ce travail. Ce n'est pas parce qu'un patient est atopique qu'il ne doit pas être boulanger. Au départ, quand on a commencé la discussion avec l'AFSAPS, souvent dans nos réunions, on parlait diagnostic, on parlait thérapeutique. Quand ça a été acquis, lorsqu'un allergène est acquis et validé, il est validé sur le plan diagnostique comme sur le plan thérapeutique, sauf exception, et en particulier la farine de blé. Et on se bat beaucoup pour que cet allergène soit reconnu. Maintenant, est-ce qu'un patient asthmatique allergique à un autre allergène peut être boulanger ? Là encore, il n'y a pas de contre-indication véritable. Mais là, il y a quand même, nous avons un rôle de le mettre très fortement en garde, parce que c'est le fait qu'il soit asthmatique, et si jamais il développe soit un asthme aggravé par le travail, parce qu'il y a des irritants au travail, c'est possible, soit un véritable asthme professionnel,
le risque est quand même plus important qu'il ait tout de suite une pathologie plus grave. Nous allons réaliser un test de provocation standardisé vis-à-vis de produits qui induisent des asthmes professionnels. Donc cet appareil en fait a la grande qualité d'être capable de libérer des quantités vraiment précises de substances, que ce soit des substances pulvérulentes, que ce soit des substances gazeuses ou liquides, dans le cadre du diagnostic d'un asthme professionnel. Si vous voulez, à chaque étape, donc on va exposer à des concentrations croissantes. On va mesurer le souffle du patient pour voir s'il n'y a pas une chute de son VEMS. Généralement, on prend en considération 15% par rapport à la valeur théorique ou 20% par rapport à la valeur de départ. Et on fait ça, ainsi de suite. Les tests de provocation professionnelle, il faut faire toujours très très attention. Et donc c'est pour ça que les patients sont hospitalisés en hôpital de jour, voire même en hôpital conventionnel lorsqu'on craint des réactions retardées. Et donc le patient va être hospitalisé pendant une nuit jusqu'au lendemain. Et généralement les tests de provocation durent 2 jours parce que le premier jour c'est le placebo et le deuxième jour c'est le produit actif. On peut démarrer une désensibilisation, une immunothérapie spécifique à partir de l'âge de 5 ans. Avant, on considère qu'il n'y a pas assez d'études pour savoir si ça sert à quelque chose. Et puis, avant, c'est difficile vraiment de déterminer quels sont les allergènes en cause. Chez la femme enceinte, on considère qu'il est dangereux d'initier une immunothérapie spécifique. En revanche, on peut poursuivre une immunothérapie qui a été commencée et qui est arrivée à son rythme et à sa dose de croisière. Et donc, on peut continuer les injections au cours de la grossesse de façon stable. Le traitement de la femme asthmatique est le même qu'elle soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. Et pour cela, je vous invite à consulter un site qui s'appelle le CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes, et qui montre que tous les médicaments anti-asthmatiques, corticoïdes inhalés, bronchodélatateurs, y compris les bêta-2 de longue durée d'action, anti-leucotriènes, peuvent être utilisés en toute sécurité chez la femme enceinte. Et il peut être intéressant de suggérer la consultation de ce site. La deuxième situation, c'est l'asthme, c'est l'enfant à l'école. L'enfant à l'école, enfant ou adolescent, où effectivement, s'il veut faire une activité physique, il doit pouvoir le faire, ce qui veut dire qu'il va falloir avoir informé au moins le professeur d'éducation physique qu'il est asthmatique, que le professeur d'éducation physique doit connaître un petit peu la maladie asthmatique en général quand même. De plus en plus maintenant, ils la connaissent parce que c'est une maladie tellement fréquente, et connaître donc les recommandations d'échauffement avant les activités physiques. Mais il faut aussi que l'asthmatique puisse prendre son médicament de secours, a priori un bronchodilatateur type salbutamol, et donc il est effectivement recommandé d'établir un PAI, donc un projet d'accueil individualisé, au moins pour les enfants petits qui ne peuvent pas se l'administrer tout seuls ou qui peuvent avoir des difficultés, et pour les enfants un petit peu plus grands également, ça peut être utile parce que normalement à l'école on n'a pas le droit de prendre des médicaments ou de porter des médicaments avec soi. Pour l'école ou les collectivités, ça s'est mis en place pour accueillir les enfants qui sont dans certaines particularités de la vie quotidienne, de par un état médical, ou non d'ailleurs, c'est disons un petit handicap, ou un handicap certain. Et donc ce PAI est fait pour accueillir les enfants en collectivité. Un enfant peut faire une crise d'asthme à l'école, et c'est bien que le personnel encadrant puisse faire face à une crise d'asthme. Alors les enfants grands font face sans aucun problème, mais les plus petits, c'est bien qu'ils soient encadrés dans la prise de leurs médicaments. Donc on va rédiger un PAI dans ce cas-là également. Il faut rappeler que le PAI, c'est l'initiative de la famille. C'est à la famille de demander ou de préciser que l'enfant va avoir besoin de médicaments à l'école. Le premier conseil que je donnerais à un asthmatique, donc en fonction du niveau d'asthme qui m'aura été précisé soit par le patient, soit par le pneumoallergologue, je lui dirais que de toute façon, la meilleure chose à faire pour un asthmatique, c'est de faire du sport. Donc la première chose, elle est là. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de sport interdit, sauf cas très particuliers, en fonction de l'asthme. Exemple, si l'asthme est un asthme important, qui est mal tenu par la thérapeutique, la plongée sous-marine sera interdite et on interdira ou on déconseillera très formellement, puisqu'on ne donnera pas de certificat de non-contre-indication, les sports à situation périlleuse. Exemple le parapente, exemple la haute montagne, exemple la spéléologie. Et on cite volontiers l'exemple de l'équitation, qui n'est pas vraiment une contre-indication formelle, mais il est évident que le bon sens est chez un enfant ou chez un adolescent qui a un asthme allergique, c'est-à-dire dont on sait qu'il est capable de se sensibiliser à des allergènes de son environnement, d'éviter ce genre d'activité, puisque les fanères animales en général, et en particulier les fanères de chevaux, sont particulièrement allergisantes. Sauf asthme mal contrôlé,
où dans ce cas-là, nous ne délivrerons pas de certificat de non-contre-indication à la pratique. Alors je dirais que la vaccination par les peptides fait quand même partie de l'immunothérapie spécifique du futur. Et vraiment, pour le moment, on ne peut pas en parler différemment. D'autres réflexions et d'autres expériences sont en cours, notamment avec l'idée de vacciner les sujets contre l'allergène et en utilisant non pas l'allergène en tant que protéine, mais le gène de l'allergène, c'est-à-dire vraiment l'ADN qui code pour cet allergène en injectant l'ADN en intramusculaire, comme une piqûre, comme un vaccin, et en stimulant le système immunitaire avec une réponse spécifique de l'allergène qui aura été fabriqué par l'organisme humain lui-même. De temps en temps, notamment dans les formes les plus sévères, que ce soit l'asthme ou toute forme d'allergie, peuvent créer vraiment une altération de la qualité de vie avec des personnes qui se sentent isolées, qui ne savent plus trop, qui sont un petit peu perdues. Et souvent, à l'intérieur d'un même CHU, le patient doit devoir aller à des consultations différentes, à des endroits, des unités différentes. Quand on envisage l'asthme dans son expression clinique pure ou dans son expression fonctionnelle respiratoire pure, on ne va pas très loin. Par contre, si on associe les compétences que donne le clinicien, que donne le spécialiste de l'allergologie, à ce moment-là, on arrive à construire quelque chose de plus solide et qui correspond mieux à la réalité des faits, à la réalité du fait clinique. L'allergologie, c'est dynamique, c'est mouvant, c'est innovateur. Des nouvelles molécules sont sur le terrain, professionnelles, alimentaires, environnementales, et donc des néoallergènes apparaissent. Le nombre de personnes atteintes par les allergies respiratoires est vraiment très important. Ce sont plusieurs millions de personnes en France. Vraiment, ce sont des pathologies qui touchent énormément de monde et elles sont parfois un peu trop banalisées, ce qui freine le diagnostic et la bonne prise en charge. Et voilà, avec des conséquences sur la qualité de vie qui sont vraiment importantes et qui pourraient tellement être évitées. Donc oui, on espère très fort que les allergies respiratoires seront grande cause nationale.